Il y a des missiles. Il y a des drones. Il y a des détonations dans la nuit. Des alertes rouges qui réveillent les villes. Des enfants qui apprennent à courir avant d'apprendre à écrire. Des images défilent. Des cartes s'illuminent. Des experts analysent. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que bien avant les bombes, la guerre avait déjà commencé. Pas dans le ciel, pas à la frontière, pas dans les soutes d'un avion militaire, mais dans les esprits, dans les récits, dans les souvenirs. Une guerre mentale, silencieuse, continue, faite de mots, de symboles, de silences trop lourds. Iran et Israël, deux nations qui ne se parlent pas, qui ne s'affrontent pas de manière officielle, mais qui vivent dans un état de confrontation permanent. Chaque discours politique est un avertissement. Chaque mort, un message. Chaque frappe, une réponse psychologique. Parce que ce conflit ne repose pas seulement sur la stratégie militaire. Il repose sur des récits identitaires, sur des peurs héritées, sur des visions du monde qui excluent l'autre. Et plus ces récits s'ancrent dans les têtes, plus la guerre devient inévitable. Aujourd'hui, on ne va pas analyser les faits. On va écouter ce qu'il y a derrière les faits. Derrière les missiles, il y a des intentions. Derrière les intentions, il y a des convictions. Et derrière les convictions, il y a un cerveau. Le vrai champ de bataille est invisible. Et c'est celui-là que l'on va explorer. Chaque guerre a besoin d'un ennemi. Mais tous les ennemis ne sont pas réels. Certains sont fabriqués, sculptés dans la mémoire, nourris dans le discours, gravés dans l'identité collective. Pour Israël, l'Iran est le mal absolu. Pour l'Iran, Israël est l'incarnation du danger occidental. Aucun des deux pays ne s'est réveillé un matin avec cette haine. Elle a été bâtie, brique après brique. En Israël, l'Iran est présenté comme une menace existentielle. Un régime fanatique prêt à l'anéantissement, qui arme ses ennemis et se rapproche de l'arme nucléaire. En Iran, Israël est vu comme une excroissance coloniale, une puissance illégitime, soutenue par l'Amérique, coupable de l'oppression des musulmans et de l'usurpation de Jérusalem. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que cette représentation n'est pas qu'une stratégie militaire. C'est une construction mentale, une image répétée jusqu'à devenir une certitude. Dans les manuels scolaires, dans les prêches, dans les discours officiels, et surtout, dans les silences médiatiques. Car quand l'ennemi devient une évidence, plus personne ne pose de questions. On ne se demande plus qui il est, mais comment s'en défendre. C'est là que la psychologie intervient. Le cerveau humain simplifie. Il aime les histoires claires, les héros et les monstres. Et dans cette logique binaire, plus l'ennemi est monstrueux, plus notre cause semble juste. C'est ce qu'on appelle la polarisation cognitive. Le mécanisme par lequel le cerveau réduit la complexité pour se sentir en sécurité. Et plus la peur dure, plus l'image de l'autre se fige. À ce moment-là, on ne pense plus, on répète, et l'ennemi devient un réflexe. Le cerveau humain est une machine à anticiper le danger. C'est ce qui l'a sauvé pendant des millénaires. Mais quand la peur devient permanente, elle ne protège plus, elle consume. Et c'est exactement ce que l'on observe dans ce conflit. En Iran comme en Israël, la menace est devenue une ambiance nationale. Dans les discours, dans les lois, dans les préparatifs militaires, on agit comme si l'attaque était pour demain. Le temps est suspendu dans un presque. Presque la guerre, presque l'effondrement, presque l'anéantissement. Et cette tension est soigneusement entretenue. Des essais de sirènes dans les écoles, des exercices d'évacuation à répétition, des bulletins d'alerte qui surgissent sur les téléphones à toute heure. Ce n'est plus de la vigilance, c'est de la programmation émotionnelle. Car la peur constante active l'amygdale, cette petite structure cérébrale qui scannait le danger. Et quand l'amygdale prend le contrôle, le cerveau rationnel s'efface. On ne débat plus, on exécute. On choisit l'instinct au lieu de la réflexion. Et plus les dirigeants alimentent cette peur, plus la population accepte l'idée que frapper préventivement, ou réagir brutalement,
est une forme de bon sens. C'est ce qu'on appelle la justification émotionnelle de la violence. Ils allaient nous attaquer. Nous n'avions pas le choix. C'était eux ou nous. Ces phrases ne sont pas des preuves. Ce sont des automatismes mentaux, conditionnés par des années de tension contrôlée. Et plus ces réflexes sont renforcés, plus ils deviennent un mode de vie. Et alors, la peur n'est plus une alerte. Elle devient une politique. On dit souvent avant les échanges de missiles récents que l'Iran et Israël ne sont pas officiellement en guerre. Mais cette phrase est trompeuse. En réalité, la guerre a lieu tous les jours. Mais elle ne se voit pas toujours. Elle n'est pas déclarée. Elle n'est pas frontale. Elle n'est pas faite de tanks alignés, mais d'ombres qui bougent, de virus informatiques, de satellites espions, de silences bien placés. Cette guerre-là n'est pas faite pour conquérir un territoire. Elle est faite pour fragiliser l'esprit de l'autre. Quand une centrale nucléaire iranienne explose sans explication, quand un général des gardiens de la Révolution meurt dans une voiture qui n'a laissé aucune trace, quand des documents sensibles fuient mystérieusement sur Internet, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie cognitive. L'objectif ? Instiller le doute, la peur interne, l'impression d'être constamment exposé. Pour un gouvernement, ce genre d'attaque ne touche pas que les infrastructures. Elle touche la confiance. La confiance dans la sécurité, dans l'autorité, dans la souveraineté. Et quand la population commence à douter, c'est tout le socle psychologique du pouvoir qui tremble. Ce type d'action est ce qu'on appelle une attaque de stabilité cognitive. Elle ne tue pas immédiatement, mais elle désorganise. Elle fragilise. Elle pousse à la paranoïa, à la répression, à la réaction brutale. Et cette réaction devient souvent l'erreur attendue. Parce qu'alors, celui qui contre-attaque devient le fou dangereux. Et celui qui a provoqué peut se présenter comme la victime. Bienvenue dans la guerre mentale. Une guerre où le but n'est pas de vaincre, mais de dérégler l'autre. Lentement, précisément, psychologiquement. Ce qui rend ce conflit si résistant, si enraciné, si durable, ce n'est pas seulement la politique. Ce sont les similitudes que chacun refuse de voir. L'Iran et Israël passent leur temps à s'accuser, à s'opposer, à s'exclure. Mais dans cette haine, il y a une ironie tragique. Ils se ressemblent. Deux pays nés dans un traumatisme. Deux peuples qui ont appris à survivre dans l'hostilité. Deux régimes obsédés par la sécurité, l'identité, l'autodéfense. L'un porte la mémoire de la Shoah. L'autre, celle de la domination coloniale et de la révolution islamique. Tous deux ont fait de leur passé une force. Et parfois, une arme. Ce phénomène s'appelle le reflet inversé. En psychologie, c'est le mécanisme par lequel on projette sur l'autre les parties de soi que l'on rejette, que l'on ne comprend pas, ou que l'on redoute. L'Iran accuse Israël d'oppression, de contrôle, de manipulation. Israël accuse l'Iran de fanatisme, de terreur, de négation. Mais dans cette danse accusatoire, chacun décrit, sans le vouloir, sa propre peur. Le miroir déforme, mais il révèle. Et plus on est l'image de l'autre, plus on devient dépendant de cette haine. Car elle structure notre discours. Elle justifie notre dureté. Elle donne un sens à notre combat. Supprime le miroir. Et le récit s'effondre. Alors chacun continue à dénoncer l'autre. À s'aveugler volontairement. Pour ne pas se confronter à soi. Car voir que l'ennemi partage nos angoisses, nos failles, nos logiques, c'est accepter que le monstre n'est peut-être pas là-bas, mais en nous. Au départ, ce n'était qu'un discours, une phrase, un avertissement. Puis ce discours a été répété, repris, martelé. Il est devenu un slogan, puis une vérité, puis une identité. Car c'est ainsi que naissent les récits de guerre. Et c'est ainsi qu'ils nous enferment. Quand on répète, pendant des années, que l'autre est un danger, on finit par y croire. Même si le danger s'estompe, même si les faits évoluent. Le cerveau humain a besoin de cohérence. Il rejette ce qui contredit ce qu'il croit déjà. Ce mécanisme, c'est le biais de confirmation.
Il filtre l'information. Il reconstruit la réalité pour qu'elle corresponde au récit déjà accepté. Alors même quand l'ennemi change ou tend la main, on ne le voit pas, parce que le récit a pris le dessus sur le réel. Et quand une population entière vit dans ce cadre, la paix n'est plus une option logique. Elle devient une trahison, une faiblesse. C'est là que réside le piège. Les récits de guerre sont confortables. Ils simplifient. Ils unissent. Ils désignent un coupable. Mais ils empêchent aussi de voir l'humain en face. Tant qu'on ne déconstruit pas ces récits, on répétera les mêmes erreurs. Encore. Et encore. Pas parce que l'histoire se répète, mais parce que les cerveaux n'ont pas été reprogrammés. La vraie guerre ne commence pas avec un missile. Elle commence avec une idée. Une peur acceptée. Une image imposée. Un mot qui revient. Si l'on veut comprendre le monde, il ne suffit plus de regarder les armes. Il faut écouter les récits. Et surtout, ceux qu'on nous fait répéter.